Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Alors je vais essayer de j'espère ne pas vous apporter encore plus de brouillard à tout ça. Alors écoutez, pour être clair, je vais essayer de vous donner une grille de lecture selon deux points. Tout d'abord, essayer de reparler un petit peu du parcours politique de cette loi, parce qu'il est important de savoir, de mettre en avant le contexte dans lequel on est et comment on en est arrivé à ce texte. Et puis aussi le deuxième élément, essayer de vous donner un petit peu la position de la Fédération nationale, donc des offices de tourisme donc, que je représente, en essayant de ne pas prendre en otage l'économie touristique et le visiteur quand même. Voilà, essayer quand même de parler de tourisme. Voilà. Alors, très rapidement, l'historique. Aujourd'hui, la loi NOTRe. On en est... Aujourd'hui, c'est le troisième projet de loi du quinquennat Hollande. Le premier a été, souvenez-vous, peut-être en janvier 2014, la loi MAPTAM, avec la création des métropoles et des communautés urbaines. Déjà, pour vous dire que ces formes assez abouties d'intercommunalité, on leur a déjà donné donc, cette compétence tourisme, ce fameux terme qu'on reviendra tout à l'heure. Ensuite, on a eu un deuxième projet de loi qui est la délimitation donc, des nouvelles régions. Et ensuite, donc, la loi NOTRe, qui s'est faite sur la base d'un compromis entre Assemblée nationale et Sénat. Et c'est une chose qui est importante à vous signaler parce qu'elle a conditionné plusieurs éléments du texte que l'on a aujourd'hui et qui a été promulgué. Alors, qu'est-ce qu'elle dit globalement, cette loi NOTRe? L'équilibre général de la loi NOTRe, c'est bien entendu une poursuite de l'intégration communautaire, en continuant à donner plus de pouvoir à l'interco, donc en lieu et place des communes, ça on le sait, dont bien sûr le tourisme, avec notamment, donc on le sait, l'abaissement du seuil de constitution donc des intercommunalités à 15 000, avec des exceptions et des dérogations un petit peu compliquées lorsque c'est des territoires insulaires, lorsque c'est des territoires de montagne, vous n'êtes pas concernés ici. Ensuite, on a une chose importante qui est le renforcement du pouvoir des régions, notamment en matière économique. Par exemple, une mesure emblématique, c'est l'arrêt de subvention des entreprises, par exemple, du département. Maintenant, c'est la région qui a véritablement cette compétence. Un recentrage du département donc, sur ses missions plutôt de solidarité sociale. Et puis, on en vient à notre affaire de tourisme, qui finalement restera une compétence partagée telle qu'elle est aujourd'hui. Alors, cette affaire-là, il y a eu plusieurs heures de débat, ça fait plusieurs années que ça dure, et il y en a eu plusieurs heures de débat durant donc, la loi NOTRe. À l'époque, pas très longtemps, mais il y avait un fameux article 4 qui conférait à la région, en matière de tourisme, bien que la compétence partagée entre les trois niveaux n'était pas remise en cause, puisqu'elle est réaffirmée un article beaucoup plus loin, le 104, qui existe encore. Mais il y avait l'article 4 qui lui disait que la région devait être chef de file, sans remettre en cause, je répète, la compétence partagée, mais chef de file avec la création d'un schéma unique régional. Tout ça, finalement, dans le consensus, et c'est là qui est une chose qui est importante, dans le consensus Assemblée-Sénat, qui ne sont pas de la même couleur politique, ça a été rejeté complètement. Et ce qui fait que le texte que l'on avait durant tout le processus législatif a été complètement supprimé. Voilà. Alors, nous, au niveau de la Fédération nationale, on n'était pas pour, je dirais, un fléchage clair et vers la région à 100%. Nous, on était quand même pour qu'il y ait quand même un minimum de cohérence. Alors, même si, hormis chef de file, nous, on regrette quand même l'idée de schéma de développement unique et concerté entre les trois échelons, parce qu'il y avait quand même une notion que l'on a souvent défendue, qui est la notion de promotion des destinations. Et ce schéma devait mettre en œuvre la promotion des destinations. Donc nous, c'était quand même quelque chose d'important au niveau de l'économie quand même touristique, qu'on parlait enfin d'une notion de destination en dehors d'un territoire administratif. Donc voilà. Bon.
Maintenant, on va faire avec. Voilà, puisqu'on reste le statu quo. Alors, au niveau du bloc local, très rapidement, qu'est-ce qu'on faisait avant la loi NOTRe? Donc, le tourisme, dans sa globalité, donc, était du ressort donc, de la commune, mais cela n'a pas empêché, depuis une dizaine d'années, les EPCI, donc les intercommunalités, à œuvrer en matière de tourisme, et j'ai envie de vous dire, lorsque cela était pertinent et intéressant. Même si ce n'était pas une compétence obligatoire de l'EPCI, mais ils le rattachaient à leur compétence obligatoire de développement économique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avant la loi NOTRe, au sein du réseau national des offices de tourisme, nous sommes déjà à plus de 60% d'offices de tourisme communautaires. À l'intérieur de ces 60, certains territoires sont bien allés plus loin et ont même créé des offices intercommunautaires. Vous en avez à peu près 90 aujourd'hui, sans obligation légale, je le répète, qui regroupent pour certains 150 communes. Après la loi NOTRe, on a aujourd'hui une véritable autonomisation, entre guillemets, du tourisme, de la compétence développement économique, avec une définition claire. Et une chose qui est importante dans cette histoire, alors on verra l'idée de promotion. Moi, il y a une chose que je retiens qui est très importante. On a consacré dans cette définition de la compétence intercommunale tourisme, quand même que l'exercice de cette compétence se fait notamment par la création d'offices de tourisme. Ça, je pense que c'est une chose qui est quand même importante. Donc cette prise de compétence sera donc au 1er janvier 2017. Alors, je reviens très rapidement, Alice Fuchs en a parlé. En effet, il y a eu, notamment suite à des déclarations en séance très complexes, quelque chose vraiment de très, je dirais, plus qu'un brouillard sur l'histoire de cette interprétation, avec donc les deux oppositions, avec d'un côté promotion du tourisme comme étant un bloc, et de l'autre côté seulement la promotion. Alors, nous, on a été clairs dès le début, au niveau de la Fédération nationale, nous, on est clairement pour un bloc entier. Pourquoi ? Parce qu'il y a un risque, et là, je vous parle en tant que représentant des offices de tourisme, d'un dépeçage des missions. Et j'ai envie de vous dire, faites attention aux idées qui peuvent être séduisantes, comme quoi on se partage et on garderait un bout. Je pense que c'est très compliqué. L'économie touristique est un bloc, est un tout. Comment allez-vous dissocier l'accueil de la promotion, de la commercialisation? Non. Transférons tout à l'intercommunauté et ensuite réfléchissons à l'organiser sur le territoire et notamment vis-à-vis des aménagements qu'on verra un petit peu plus tard. Donc nous, on est clair. C'est une position, j'ai envie de vous dire, entre guillemets, politique, économique, touristique, mais c'est aussi dans le code du tourisme, même Michael vous l'a dit, bon, il n'était pas très d'accord, mais l'idée il y a quand même les deux termes dans le code du tourisme. Arrêtons de dire des bêtises. Il y a promotion du tourisme, et d'ailleurs, on l'a oublié, mais l'office de tourisme, on l'appelle quoi? On l'appelle un organisme chargé de la promotion du tourisme. Est-ce que vous faites que de la promotion? Non, les offices de tourisme font tout. Et ensuite, qu'est-ce que c'est cet organisme chargé de la promotion du tourisme? On détaille ensuite qu'il y a l'accueil, l'information et le terme promotion touristique. Donc promotion du tourisme est un tout, à ne pas confondre avec la seule promotion touristique d'un territoire. Donc là, moi, je suis clair, c'est un tout. Voilà. Et c'est notamment la position du gouvernement. Sur ce point, je pense qu'il n'y a plus à tergiverser. Après, c'est compliqué, mais sur ce terme-là, c'est important. Et ensuite, un deuxième élément où nous sommes en opposition avec cette idée de découpage, parce que ça voudrait dire, donc par exemple, les partisans du découpage, je vous donne un exemple. La promotion va aller à l'interco, ce qui signifie que le reste va rester aux communes. Par exemple, l'accueil, la promotion, la coordination. Ces anciennes compétences de la commune, exercées par un office de tourisme, par délégation, cette compétence-là, maintenant, est au niveau des intercos. Donc, comment vont l'exercer les communes? Elles vont remunicipaliser la compétence? Est-ce qu'il est sérieux aujourd'hui d'exercer une compétence tourisme par un service administratif? Non. Donc là, il y a une deuxième incohérence. Donc c'est pour ça, un bloc entier transféré à l'intercommunalité et ensuite,
on s'arrange avec les aménagements dans l'optique toujours de réfléchir par rapport à un diagnostic, à un projet, à une stratégie qu'on veut mettre en œuvre touristiquement pour nos territoires. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit. Il y a un besoin, encore, je réinsiste, d'une structure autonome pour exercer la compétence tourisme, parce qu'il faut de la réactivité vis-à-vis de vos professionnels. On a besoin d'un cénacle de réflexion pour intégrer tous les acteurs importants, puisqu'on sait que l'économie touristique est une économie qui est diffuse, où il y a plusieurs acteurs, c'est une constellation d'acteurs. Et l'Office de tourisme, structure autonome, rattachée à la collectivité, a démontré toute son efficacité, je pense, en termes de réactivité. La deuxième compétence, c'est vrai, donc on a promotion du tourisme dans la création d'offices de tourisme, on a la deuxième compétence, la fameuse zone d'activité touristique. Alors, on pourrait la question qui vous vient à l'esprit, qu'est-ce que je fais de mon camping municipal, qu'est-ce que je fais de mes remontées mécaniques pour les stations de ski, etc. Donc en effet, on le répète, il n'y a pas de définition juridique de zone d'activité touristique. Et vu le nombre de maires, d'offices de tourisme, etc., qui sont montés au créneau, le gouvernement finalement reste dans le flou et reste dans la négociation entre communes et interco, à tel point que si une municipalité veut transférer son camping municipal pour qu'il devienne intercommunal, ça pourra se faire, voilà. Mais il n'y aura aucune obligation claire sur cette idée de zone d'activité touristique. Donc voilà, c'est clair. La gestion des équipements peuvent rester au niveau des communes. Ça, c'est clair. Voilà. Casino et tout le reste. Hein. Taxe de séjour. Logiquement, si le tourisme va à l'interco, logiquement, le financement purement touristique, qui est la taxe de séjour, devrait y aller. Donc ça, c'est la recommandation, j'ai envie de vous dire. Ensuite, en effet, les textes prévoient quand même que si la commune souhaite garder la taxe de séjour au niveau communal, elle peut le faire. Donc il y a une sauf délibération contraire. Là encore, on laisse la place à la négociation entre communes et interco. Je voudrais vous rappeler quand même que d'ores et déjà, un bon nombre, pas la majorité quand même, de PCI, mais prélèvent déjà la taxe de séjour. Donc nous, la recommandation, elle est, ok, si certaines communes souhaitent la garder pour différentes raisons, mais je pense qu'il est plus intéressant, si tout passe à l'interco, que ce soit l'interco qui la prélève et qui ensuite, par une clé de répartition, j'ai envie de vous dire, entre guillemets, intelligente, reverse, par une clé de répartition, auprès des offices de tourisme et des communes. C'est ce qui se fait déjà aujourd'hui. Il y a un exemple, notamment sur l'île d'Oléron, où il y a eu un regroupement de 12 offices de tourisme. La communauté de communes donc, a repris la taxe de séjour, en ont gagné en termes de recettes, puisqu'elles ont lissé tout. Et ensuite, par un schéma intelligent, j'ai envie de vous dire, de clé de répartition, les communes et les bureaux d'information touristique, anciennement offices de tourisme communaux, ont retrouvé leur financement pour pouvoir continuer à marcher. Donc, mais il y a, si vous voulez, une gestion maintenant beaucoup plus intégrée au niveau intercommunautaire. Alors que et avec un lissage et une augmentation des recettes. Parce qu'après, ils avaient, je ne sais plus combien, il y avait 30 communes qui avaient des délibérations différentes, des tarifs différents, qui donnaient un petit peu... C'est quand même beaucoup plus lisible et intéressant. Mais là encore, il y a un travail à faire sur le terrain, d'explication, et notamment de schéma. Je veux dire, il y a une réflexion qui a quand même été portée pour créer ce schéma de mutualisation. Donc ça, c'est important. Voilà. Comme je vous le répète, on fait un diagnostic, un projet, et on met en œuvre une stratégie. Voilà. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, ils ont mis du temps, mais ça marche bien. Et pourtant, il y avait des communes qui étaient très, très, très réticentes à cela. On en revient aux aménagements. Alors, la règle, entre guillemets, du transfert serait la création d'un office de tourisme communautaire et d'une dissolution des autres. Ça, c'est la règle
générale, la plus simple. C'est ce qui se fait d'ailleurs déjà aujourd'hui. Mais on a mis donc en avant les deux aménagements. Donc je vais rapidement laisser de côté les stations classées, on verra après, il y a les deux schémas. Et j'en reviens à l'idée de marque. Cette histoire de marque donc, est arrivée, il faut le dire, un petit peu comme un cheveu sur la soupe, et elle est arrivée pour une chose très précise, pour le cas d'une commune. Saint-Martin-de-Belleville, ça vient souvent de la montagne, hein, toutes ces affaires. Donc vient d'une commune qui s'appelle Saint-Martin-de-Belleville, que personne ne connaît, mais sur cette commune, vous avez Val Thorens et les Ménuires. Sur la même commune, pas sur la même EPCI, sur la même commune. Vous avez 2 stations de ski. Ce qui faisait qu'aujourd'hui, cette commune, entre guillemets, était un petit peu hors la loi parce qu'elle avait 2 offices de tourisme sur la même commune. Donc, c'était hors la loi, mais ça se faisait. Voilà. Et donc, ils ont voulu un petit peu légaliser ça, j'ai envie de vous dire, et en essayant de l'étendre à d'autres sites. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous avez 2 sites... Si on va jusqu'au bout, si vous avez 2 sites intéressants sur votre même commune, vous pourrez faire 2 offices de tourisme. Et la marque, je serais d'accord, je pense, avec vous sur l'idée que c'est quelque chose d'autonome, mais là, pour l'instant, on n'a pas eu de réponse claire du gouvernement sur une procédure autonome de cette marque territoriale protégée. Ils réfléchissent à une procédure préalable, c'est-à-dire avant le dépôt à l'INPI. Je ne sais pas comment ils vont le faire, mais ils sont en train de réfléchir à ça. Alors nous, on a fait une proposition. Plutôt que de refaire une procédure ad hoc pour une marque territoriale protégée, nous avons quand même les procédures de stations classées qui sont quand même assez abouties et qui donnent quand même un label d'excellence à la commune sur lequel on pourrait se baser pour pouvoir autoriser ces fameuses marques. Voilà. Mais là, c'est encore en gestation. Hein. Mais pour l'instant, c'est un simple dépôt à l'INPI à l'heure actuelle. Alors, un petit peu dans la pratique. Cette loi NOTRe aujourd'hui donne 2 voire 3. Je vais plutôt insister sur deux scénarios. Le premier scénario, on a appelé donc, le scénario une organisation intégrée. Donc, on crée un office de tourisme communautaire, nouvel et unique, avec la dissolution des autres offices de tourisme. Lorsque l'on dit dissolution, ne veut pas dire disparition, on vient de le dire, c'est-à-dire que dans l'absolu, on reprend l'intégralité du personnel que vous avez à disposition et vous le recréez donc au sein d'un office de tourisme communautaire en essayant de choisir un siège social qui soit pertinent et une transformation des autres offices de tourisme anciennement communaux en bureaux d'information touristique. C'est ce qui se fait d'ailleurs déjà ici, bien avant la loi NOTRe. Voilà. Le choix du statut juridique. Il y a une chose que j'aimerais vous dire et le crier haut et fort parce qu'il y a beaucoup de désinformation sur ce point. Et Alice l'a répété, la collectivité est toujours libre de choisir son statut, et notamment le statut associatif. Moi, il y a plein de communautés de communes et d'offices qui me disent « la loi NOTRe supprime les associations ». Non, c'est faux. Ce n'est pas vrai. Si la collectivité territoriale souhaite créer son office de tourisme sous forme associative, c'est toujours possible. L'association, l'EPIC, la SPL, la Régie autonome financière, en fonction, je vous le répète, du projet de la stratégie, il faut réfléchir à le meilleur statut. Mais l'association est toujours possible. C'est important de le répéter parce qu'il y a beaucoup, je vous le répète, des informations là-dessus. Et ensuite, le deuxième scénario, l'organisation à plusieurs têtes, qu'on a appelé, donc il n'y a pas de création d'office de tourisme communautaire en tant que tel, mais il y a le maintien d'office de tourisme lorsqu'il y a une commune qui est station classée ou marque territoriale protégée. Le seul, qui est de taille, vous allez me dire, mais c'est un changement de gouvernance. Ces offices de tourisme maintenus, il est important, gardent toutes leurs prérogatives, disons comme avant, j'ai envie de vous dire. Il n'y a pas de mission qui change. Ils gardent leur intégralité, c'est-à-dire leur propre stratégie, leur propre politique interne, mais
au niveau technique, j'ai envie de vous dire, mais au niveau politique, dans leur gouvernance, en effet, on doit modifier le collège des élus, pas le reste, au profit d'élus communautaires. Alors ici, on discute beaucoup avec le gouvernement là-dessus, parce qu'ils essayent de trouver quelque chose qui soit juridiquement possible, de garder quand même au sein de ces collèges d'élus, d'associations, d'EPIC, d'SPL, toujours des élus communaux et un certain pouvoir quand même à la commune. Mais pas dans leur majorité. Je vous donne un exemple. Un office de tourisme en EPIC, où vous avez 11 élus et 9 socioprofessionnels, donc les 9 socioprofessionnels restent toujours les mêmes, et dans ces 11 élus, on peut répartir, par exemple, c'est des propositions, on est en train de discuter, 51% d'élus communautaires et 49% d'élus communaux. Sachant, n'oublions pas que les élus communautaires sont aussi des élus communaux. Donc, essayons de réfléchir un minimum d'intelligence, flécher les élus communautaires qui sont des élus de cette commune. Et donc, dans ce cas-là, moi, je ne pense pas qu'il y ait véritablement de gros problèmes, puisque l'Office de tourisme pourra toujours mettre en avant cette marque indépendante qu'il a fait jusqu'à présent. Voilà. Mais bien sûr, ça doit être assorti de schémas de mutualisation et de financement au profit donc, de l'intercommunauté qui rejaillit ensuite sur ces offices de tourisme. Alors il y a un troisième scénario qui pourrait être possible, que l'on ne met pas forcément en avant parce qu'on a peur des doublons, mais qui serait la création d'un office de tourisme communautaire. C'est possible, hein, ça peut être intéressant dans certains cas, pas partout, mais qui peut être la création d'un office communautaire, en plus des offices de tourisme maintenus des stations classées. Ça, c'est possible, ça peut être intéressant sur des grands territoires, je ne sais pas, mais ça peut être possible. Donc ça, je ne le répète pas, Alice, vous en aviez parlé, donc les offices de tourisme intercommunautaires, en effet, on a réussi, ça c'était une demande de la Fédération nationale, de simplifier cette création, parce qu'il fallait créer un syndicat mixte, ça rajoutait une couche encore. Donc on a réussi à simplifier. Et vous pouvez créer un office de tourisme sur plusieurs intercommunalités. Vous en avez aujourd'hui qui regroupe 10 intercos, par une simple délibération concordante de chaque communauté de communes. Voilà, ça, c'est un élément qui peut être intéressant dans la définition, notamment lorsqu'on a réfléchi au niveau du projet et tout. L'interco peut être intéressant. Intercommunautaire. Vous en avez dans plusieurs endroits, des milieux assez ruraux, hein, en effet. Vous avez l'Office de tourisme de la vallée de la Dordogne, par exemple, autour de Rocamadour, 10 bureaux d'information touristique, 150 communes, 8 communautés de communes. Vous avez aussi en Auvergne l'Office de tourisme des Combrailles. Enfin, il y a plusieurs exemples intéressants parce qu'ils ont réussi à réfléchir à un projet, à une stratégie qui a été mise en œuvre et ça marche très bien. Je crois qu'on a des exemples cet après-midi. Pour conclure, donc, la loi NOTRe, elle est promulguée et, quoi qu'il arrive, aujourd'hui, elle est applicable. Il n'y a pas de décret d'application, hein, parce que ce n'est pas un décret d'application est prévu par la loi. Les articles sur le tourisme, il n'y a pas noté un décret d'application en Conseil d'État sera pris, donc ça sera souvent des circulaires, du moins c'est ce qu'on demande, pour essayer un minimum de donner une position claire, au-delà de toutes les revendications des uns et des autres. Et puis en effet, c'est vrai, l'esprit de la loi, c'est l'interco. On va vous dire, c'est un peu le sens de l'histoire, mais en effet, l'esprit de la loi, c'est l'interco. Et là, le gouvernement vous dit, même si nous, au niveau de la Fédération nationale, on serait et on s'accommoderait bien d'exception jusqu'au bout, hein, mais c'est vrai que l'esprit de la loi, quand même, c'est l'intercommunalité. Voilà. Et le gouvernement aura peut-être un peu de mal, mais c'est tout à fait légitime de vous battre pour cela. Nous aussi, au début, on était plutôt de ce côté-là. On s'accommodera bien. Tout ça pour vous dire que, en effet, c'est un petit peu compliqué, mais ça nous permettra un petit peu de réfléchir et de recréer de nouveaux projets et de nouveaux schémas qui, dans le fond, pourraient être assez intéressants parce qu'il faudra qu'on fasse preuve un petit peu de créativité pour essayer de réfléchir toujours
pour l'économie touristique et pour le visiteur surtout, avant nos territoires administratifs, etc. C'est un petit peu compliqué, mais c'est important quand même de le répéter. Voilà, c'était le message que je voulais vous faire passer. Merci.